Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct du Rwanda, émission organisée en marge du 27e sommet de l'Union africaine qui se tient ici, au pays des 1000 collines. Et pour ce 27e sommet, et sur Africa 24, c'est toujours un débat par jour consacré à un thème majeur de ce sommet. Et aujourd'hui, il sera question de l'agenda 2063 de l'Union africaine et également le financement de cette institution. Avec nous pour en débattre 4 personnalités qui se sont dépêchées sur ce plateau. D'abord, nous avons M. Aurélien Agbenonsi, il est ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Merci beaucoup, M. le ministre. Bonjour. Également avec nous, M. Adama Ekberg Coulibaly, il est économiste en chef chargé de l'agriculture aux Nations Unies. M. Coulibaly, merci. Avec nous également M. Alex Azebazé, il est journaliste et analyste politique. Il vient du Cameroun, merci. Je vous en prie. Également avec nous M. Mohamed Salifou Keïta, il est journaliste et aussi analyste politique. Il vient de la Guinée. Bonsoir. Et ceux qui sont pas sur ce plateau, mais qui sont quand même présents dans cette émission, c'est bien entendu vous, chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus dans cette émission pour nous envoyer vos réactions et poser des questions par rapport au thème de l'émission et également aux invités sur ce plateau. Et pour pouvoir le faire, c'est à travers les canaux qui s'affichent au bas de votre écran, ua2016@africa24tv.com. Et pour vous qui êtes sur les réseaux sociaux, c'est #Africa24. Merci, merci, chers invités. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder un élément d'illustration, un sujet signé la rédaction d'Africa 24. C'est au cours de la 24e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine en 2015 que les 54 États africains ont adopté l'agenda 2063. Cet agenda est censé organiser la renaissance africaine à l'horizon 2063. Il met l'accent sur la nécessité pour les États de se rassembler autour d'une vision commune du développement. Soutenu par un panafricanisme fort, l'agenda devrait permettre le plein essor de l'Afrique ainsi que de tous ses citoyens qui jusque-là peinent à sortir du sous-développement. Nous avons mis en place cet agenda pour le développement de l'Afrique sur 50 ans, avec 7 points principaux qui sont des points prioritaires, dont, comme vous le rappelez, une économie inclusive, une Afrique unie, une Afrique démocratique, une Afrique citoyenne. Comment pouvoir trouver un point commun entre toutes ces cultures-là? C'est là où se trouve la difficulté. C'est-à-dire qu'il va falloir que, même au niveau d'un pays, est-ce que nous avons une véritable union? Est-ce que nous partageons tous l'envie d'aller dans le même sens? Si vous n'avez pas réglé ce problème-là au niveau de pays, vous voyez la difficulté de régler ça au niveau continental. Le premier plan décennal de l'agenda a été adopté en juin 2015 et vise à renforcer les actions de développement jusqu'en 2023. Jusque-là, les mécanismes d'appui au développement des pays africains sont majoritairement financés par les institutions internationales. Pour remédier à cette faiblesse, l'Union africaine prône une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. L'institution veut éradiquer la faim et garantir une sécurité alimentaire au continent. Aujourd'hui, le fonctionnement de l'Union africaine dépend beaucoup des appuis de l'Union européenne, mais aussi des Nations unies. Ce qui fait que, politiquement, l'Union africaine a une certaine faiblesse dans les actions. Beaucoup de crises en Afrique auraient pu se faire résorber si l'Union africaine avait les moyens politiques nécessaires. Elle est confrontée aujourd'hui à une redéfinition de ses stratégies. En 2016, les conflits au sein du continent se sont accrus. Les États africains ont multiplié les rencontres sous-régionales pour tenter d'y mettre fin. Dans son agenda 2063, l'Union africaine propose un continent intégré, politiquement uni, basé sur les idéaux du panafricanisme et sur la vision de la renaissance de l'Afrique. Le panafricanisme doit être parmi les leviers de développement en Afrique. Il s'agira principalement de partir des valeurs africaines. Il faut partir de ce que nous sommes. Vous savez, il y a des forces, quand même, sur le plan moral, sur le plan éthique. Pour des analystes, l'Union africaine doit construire des institutions fortes, capables de réduire l'individualisme des États et consolider leurs liens politiques et économiques. Plusieurs projets d'intégration ont échoué jusque-là du fait de nombreux désaccords. Réussir ce pari favorisera la mise en application effective des plans d'action élaborés pour tendre vers la pleine réalisation des projets fixés.
Alors, on veut bien créer des grands blocs, mais si on ne veut pas lâcher une partie de la souveraineté économique, parce qu'il faudra mettre en place des politiques de convergence économique, ne serait-ce que pour avoir une monnaie commune. Tous ces États ont des petites parcelles de souveraineté qu'ils ne veulent pas abandonner au profit du plus grand nombre. Et c'est là où va être la grosse difficulté de l'Union africaine. L'Union africaine a entrepris divers changements majeurs, tels que la restructuration de la Commission afin de l'adapter à l'agenda 2063. Les premières phases de mise en œuvre du projet continental laissent croire qu'il tend à devenir plus qu'un simple document, un maillon essentiel pour un continent économiquement intégré et politiquement uni. C'était un sujet de la rédaction d'Africa 24. Monsieur Keïta va ouvrir ce débat avec vous. Un agenda commun pour le continent africain, qu'est-ce que cela vous inspire? Ce qui m'inspire, c'est que les Africains commencent à comprendre qu'ils doivent s'unir, qu'ils doivent travailler dans une pleine solidarité et aussi qu'ils doivent laisser de côté les contingences qui les empêchent de s'unir. Et je pense que la solidarité doit être de mise pour permettre à tous ces pays-là d'amorcer le développement. J'ai bien aimé le reportage de votre rédaction quand on dit qu'il y a des petites histoires au sein même de nos pays que nous n'arrivons pas à évacuer, et ce qui est un frein à l'évolution de l'Afrique. Et je pense que ça doit commencer par là, comme disent certains, balayer devant sa porte et puis sortir au grand jour. Monsieur Agbenoussi, un agenda commun pour le continent africain, c'est bien, c'est ambitieux, mais peut-être un peu trop ambitieux, non, d'après ce que disent certaines personnes. Je crois qu'il ne faut pas avoir de limite dans l'ambition lorsque le dessein que l'on poursuit est grand. Il s'agit enfin de faire converger des intelligences pour offrir des lendemains meilleurs à nos populations. Donc je crois que, comme disent les Anglais, la limite devait être seulement le ciel. Un agenda n'est jamais ambitieux. Sa mise en œuvre doit être réaliste, mais je pense que les pairs qui ont aujourd'hui en charge de bâtir cette intégration africaine ont raison de rêver grand, de rêver beau, et c'est cela qui va nous amener vers des lendemains meilleurs sur le continent. Monsieur Koulibaly, certaines personnes estiment qu'il y a beaucoup de choses à faire en amont d'abord avant de penser à quelque chose de global pour tout le continent. Effectivement, ici, il n'y a pas beaucoup d'autres chantiers sur lesquels on devrait travailler d'abord avant de penser à quelque chose de global et de si ambitieux pour le continent. Merci. Je pense qu'il est important de rêver parce qu'effectivement, il faut rêver d'abord pour donner de l'espoir aux jeunes, aux femmes et surtout à nos petits-enfants. Mais je voudrais aussi dire que dans le contexte précis de l'Afrique, l'Afrique a plus de 50 ans. Il est temps d'être beaucoup plus pragmatique, comme ça a été fait ailleurs, comme en Chine par exemple, et aujourd'hui faire en sorte que tous les gros plans dont nous parlons, d'être aujourd'hui un peu plus précis, un peu plus concret, pour que véritablement l'Afrique puisse aujourd'hui répondre aux grands enjeux sur lesquels le continent est interpellé. Donc, certainement, nous aurons l'occasion de un peu plus élaborer, mais je crois que l'opportunité est vraiment donnée maintenant à ce continent d'être concret, d'être pratique, et beaucoup plus pragmatique, et surtout de regarder en tout cas droit dans les yeux de ses enfants et faire en sorte que les leaders, les chefs de gouvernement et autres que nous savons, puissent véritablement savoir que nous sommes à un tournant critique où l'Afrique doit désormais agir, et agir vite. Monsieur Azebazé, beaucoup de personnes applaudissent quand même des deux mains, même des pieds, la mise en place de cet agenda-là, mais d'autres personnes te disent, attention, jetez un regard quand même sur ce qui a été fait au niveau des unions sous-régionales. Est-ce que la politique commune a évolué à ce niveau-là? Et si on n'a pas pu faire des choses à l'étape sous-régionale, est-ce qu'on peut mettre ensemble les 5 sous-régions et pouvoir sortir quelque chose? Merci et bonjour à vous, bonsoir à tous à mes companélistes. Non, je ne pense pas que le handicap de l'intégration sous-régionale qui était le premier jalon de l'intégration africaine puisse aujourd'hui être invoqué pour réduire l'importance de la vision qui est aujourd'hui et qui, en tout cas, depuis bientôt 3 ou 4 ans, je parle sous le contrôle d'un très haut responsable gouvernemental nord-africain,
Parce que voyez-vous, j'ai l'impression que le projet d'intégration régionale était pensé de l'extérieur. Je viens d'une sous-région, la sous-région Afrique centrale, qui est l'une des 5 de notre continent. Je n'ai pas l'impression que jusqu'ici, l'intégration sous-régionale telle qu'elle a été mise en œuvre ou structurée ait été un pensum intérieur. Quand vous analysez très bien, on a le sentiment que c'est de l'extérieur qu'on dit que certains intérêts, qui peuvent être des intérêts des multinationales anciennement coloniales, ont poussé certains de nos États à se mettre ensemble. Et ça peut expliquer, sans forcément justifier, les réticences, précisément, que d'autres gouvernements ont à y aller, parce que ce n'est pas une volonté intrinsèque. De mon point de vue, l'agenda 2063, en tout cas tel que je l'ai suivi au moins depuis les 3 dernières années, en raison de ce que ce soit une prise de conscience des leaders africains, parce qu'il faut peut-être le rappeler à ceux peut-être de vos téléspectateurs qui ne le savent pas, c'est quand même la société civile, dont les citoyens, qui ont poussé sous différentes démarches les institutions africaines, notamment qui sont représentées par les ambassadeurs, les ministres et puis les chefs d'État, à prendre à bras le corps cela. Et contrairement à ce que j'entends souvent dire, cet agenda n'est pas simplement un instrument au sommet. Il est, comme toute vision, une décision politique prise au sommet, mais sa mise en œuvre va forcément intégrer les goulots que les petits, les micro-nationalismes ont souvent. Ce matin, si vous permettez, je vous en prie, finissez là-dessus, s'il vous plaît. Cet après-midi, j'allais dire à l'ouverture de la session de la conférence des chefs d'État, ce n'est pas sans émotion que j'ai vu tendre au président en exercice et au chef de l'État hôte, le président Kagame, le passeport africain. Certains peuvent dire que représente le passeport africain, mais chaque fois qu'un instrument, un élément, quelque symbolique fut-il, va indiquer qu'il y a une détermination de la part de ceux qui sont en charge de la conduite des destinées de nos États, de nos pays, de nos peuples, ce sera un élément mobilisateur. Et vous avez entendu, ceux qui ont suivi, la présidente de la Commission africaine rappeler que les responsables des médias qui étaient réunis en side meeting avant ce sommet ont très clairement demandé à la Commission de l'Union africaine de transmettre aux chefs d'État et des responsables des gouvernements de renforcer cette perspective-là vers les peuples pour qu'on n'ait pas l'impression que le passeport africain, comme les passeports diplomatiques dans les pays, est un instrument pour privilégier faisant partie de l'élite gouvernementale. Donc, c'est un indicateur, de mon point de vue, et ce dialogue-là entre les acteurs non gouvernementaux et les responsables institutionnels beaucoup, qui permettrait de faire avancer. Monsieur Keïta, certaines personnes estiment que le plus dur, ce n'est pas de mettre en place l'agenda, mais le plus dur, c'est la mise en place des résolutions contenues dans cet agenda-là. Et pour y aller, qui doit prendre le devant? C'est les dirigeants? C'est les intellectuels africains, c'est les populations africaines qui doivent vraiment prendre le devant. Parce que pour plusieurs initiatives, les dirigeants ont pris le devant et pourtant ça piétine toujours. Oui, ben je pense qu'il y a une décision politique qui est prise par les responsables de doter l'Afrique à travers l'Union africaine de cet agenda. Et je pense qu'il faut aussi l'essaimer en allant vers la société civile. Comme il le disait tout à l'heure, en allant vers la société civile, en allant vers les populations. Je pense qu'il ne faut pas privilégier seulement les dirigeants. Généralement, les décisions sont prises pour les populations et il est temps pour l'Afrique, il est temps aussi pour toutes les composantes de nos différents pays de se sentir un Africain. Je crois qu'il faut aussi revenir à la mise en place de l'OUA. Au départ, il y avait cette volonté de Kwame Nkrumah, ce panafricanisme qui était en lui et qui est parti des
des autres auteurs, écrivains d'autres pays des Amériques. Et les politiciens se sont engagés là-dedans. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1959, il y a eu cette grande conférence des écrivains noirs à Paris. Tout cela, ce sont des intellectuels qui ont amené nos dirigeants politiques à prendre une position par rapport aux indépendances et aussi à prendre une position légale par rapport au panafricanisme et surtout à la mise en place de l'OUA de l'époque, puisque l'Union africaine est née sous les cendres de l'OUA. Et aujourd'hui, puisque cela se fait sur 50 ans, l'ambition pour l'Afrique, c'est de le faire sur 50 ans, c'est de l'expliquer. L'expliquer, faire une démarche de proximité auprès des populations, que les populations sachent que l'Afrique commence à bouger. Et il est important, je le disais devant ces caméras la fois dernière, aujourd'hui l'Afrique est majeure. L'Afrique est majeure parce que l'Afrique a formé des jeunes gens, des intellectuels qui n'ont rien à envier aux autres des différents continents. Tout simplement, il faut que l'Afrique s'organise. Tout ce qui nous manque en Afrique, dans certains pays, c'est que nous n'avons pas de méthode. Et je crois que cet agenda fait partie d'une nouvelle méthode que l'Afrique a. Et il me semble qu'il faut, comme je le disais, essaimer le continent à travers des démarches de proximité, à travers des sensibilisations au niveau de toutes les composantes et au niveau de toutes les couches sociales du continent. Merci, M. Keïta. M. Abenoussi, par quoi il faut commencer pour être concret? Il faut commencer par quoi? D'abord vulgariser l'idée qu'il y a derrière l'agenda, ou bien aller poser des actes qui vont au-delà des paroles, construire des routes, et intégrer les projets d'infrastructure. Il faut commencer par quoi, vraiment? La philosophie ou bien quoi? Non, je crois que sur ce plan, il n'y a pas une dichotomie entre les deux choses. Je pense qu'il faut faire les deux. Comme disait tout à l'heure l'un des préopinants, Azebazé, cet agenda est né pas seulement du fait d'une bureaucratie de l'Union africaine, mais il y a un travail de la société civile africaine. Il y a un travail aussi de certaines forces politiques africaines qui ont conduit à... C'est un processus qui a été long, on ne reviendra pas là-dessus ici. Donc vous voulez dire qu'il y a une volonté il y a une volonté profonde. De se doter de exactement. Si vous regardez tout à l'heure, moi j'étais très ému d'écouter le discours des jeunes qui ont posé un certain nombre de questions à leurs dirigeants et qui ont sollicité la mise en place, par exemple, de leurs fonds. Mais c'est pas la première fois que la jeunesse interpelle les dirigeants. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu en Guinée équatoriale lors d'un sommet où les jeunes ont dit aux dirigeants... On vous met en garde. Voilà. Et pourtant, je ne suis pas sûr que beaucoup de choses aient changé depuis cette époque. Je crois qu'il faut continuer le travail d'information et de sensibilisation, mais qu'il faut aussi que ceux qui ont pour responsabilité de prendre des décisions, de poser des actes forts, puissent les poser et de prendre des décisions audacieuses. Nous sommes dans un pays, le Rwanda, où, vous savez, un jour, ils ont décidé d'abolir les visas pour les Africains. Et la ministre témoigne la dernière fois que cela n'a pas augmenté la criminalité et ne crée un problème d'évasion dans ce pays. Donc il y a des actes forts qu'il faut poser en même temps que l'on sensibilise notre opinion. Et au-delà de cela, il faut aussi des réalisations, parce que de quoi nous parlons aujourd'hui? On parle d'une population qui vit en dessous des seuils de pauvreté. On parle d'une population qui aspire à la liberté. On parle d'une population où les problèmes de santé, les problèmes d'éducation sont patents, sont là devant nous. Et chaque fois qu'il y aura une initiative forte, déterminée, prise par 1, 2, 3, 4 États pour aller de l'avant, l'opinion comprendra que désormais les choses changent et cela aura un effet d'entraînement. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Alors, sensibiliser, oui, mais en même temps poser des actes. Parce qu'il est temps que l'Afrique qui parle agisse. Et comme disent nos amis anglophones, it's time to walk the talk. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui est dit soit fait et que des actions concrètes soient posées. Et c'est cela qui va nous permettre d'avancer. Et je crois que ce sommet, pour moi, a posé un acte, vous reviendrez certainement dessus tout à l'heure, sur la question de son financement. Et on en parlera tout à l'heure. À deuxième partie. Mais avant d'en arriver au financement, je vais demander à M. Coulibaly, il va falloir qu'on répartisse les rôles. Sinon, si on ne répartit pas les rôles, chacun sera là attendant l'autre. Quel sera le rôle de la jeunesse? Quel sera le rôle de la société civile? Quel sera le rôle des élites? Il va falloir qu'on segmente correctement les choses pour qu'on sache qui fait quoi et qui devrait faire quoi. Merci. Je voulais dire d'abord que, représentant ici la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, depuis 1958, je dirais, c'est le premier think tank sur le continent pour réfléchir aux préoccupations, aux enjeux, pour montrer la voie, pour essayer de mettre en place ce qu'il faut faire. Et la Commission économique pour l'Afrique est une des 5 commissions que les Nations Unies ont mis à la disposition des autres continents. Dans les autres régions, dans les autres grandes régions du monde,
Aujourd'hui, on a passé l'étape de tout ce que nous parlons aujourd'hui. La Commission économique a déjà réfléchi ensemble avec les gouvernements, la société civile, etc. Aujourd'hui, le produit de tout ceci, vraiment, je dirais, c'est ça que nous appelons l'agenda 2063. C'est un document et même un plan qui est le résultat d'une consultation, je dirais, profonde, pour dire que l'Afrique, au lieu de laisser un vide, un espace où nous ne savons pas exactement quelle voie il faut suivre, quel chemin il faut prendre, nous avons aujourd'hui un plan bien ficelé, bien conçu. Ce qui est le problème fondamental, c'est de voir comment mobiliser les ressources en interne pour que, pour une première fois, l'Afrique prend en charge véritablement son destin. On peut élaborer tout sur papier, faire de beaux plans, de gros plans, je dirais, des plans même ambitieux. Mais aujourd'hui, il s'agit pour l'Afrique, surtout nos leaders, de faire en sorte que nous mettons en avant la mobilisation des ressources internes, endogènes, pour que véritablement le plan qui est élaboré sur papier puisse véritablement commencer à être mis en place. Nous ne voulons pas revenir encore dans les années 80 avec le plan de Lagos. Nous ne voulons pas venir en 2000 avec le plan qu'on appelait le NEPAD. Aujourd'hui, 2015, nous avons un plan, comme je dis, il s'agit vraiment de commencer à réfléchir. Et nous avons les ressources. Tout à l'heure, certainement, on va en parler. Nous avons des ressources énormes. Et il s'agit plutôt de voir comment s'approprier, vraiment comment aller de l'avant, faire en sorte que ceux qui sont les leaders, nos leaders, prennent vraiment leurs responsabilités et avec l'appropriation et le leadership, nous allons à l'action. C'est vraiment, ce n'est pas parler comme tout à l'heure, vous l'avez. Ce n'est pas parler, ce n'est plus échanger. Il s'agit d'être concret, de passer vraiment à la mise en œuvre. C'est de cela qu'il s'agit. Mobiliser les ressources et aller à la mise en œuvre du plan que nous avons dans la main. En tout cas, voilà. Ils sont des milliers d'Africains nous suivent sur Africa 24 par rapport à ce débat. Ils se demandent, mais quel sera mon rôle? On attend quoi de moi? Et c'est ce que je voudrais que vous me disiez ici, sur ce plateau. Monsieur Azebazé, qu'est-ce que chaque couche de la société doit faire? Est-ce qu'il faut attendre les dirigeants qu'ils donnent l'exemple? Nulle part, les dirigeants n'ont jamais, je dis bien jamais, mis en œuvre quelque politique que ce soit sans l'apport, sans la pression, mais la pression civilisée des peuples, des populations, oui, à travers leurs organisations librement instituées. Parce que l'un des problèmes, j'espère qu'on va y revenir, c'est qu'on a tendance sur notre continent à considérer que les bonnes organisations, c'est celles qui ont l'assentiment des pouvoirs publics. C'est-à-dire, quand je dis assentiment, qui sont même suscités par les pouvoirs publics. Or, le risque de ce mindset-là, de cette façon de penser, c'est de refuser qu'il y ait cette confrontation intelligente entre les groupes indépendants, mais qui sont nationaux, régionaux ou africains, et les gouvernements qui doivent rendre compte précisément sur la base de toutes sortes d'interpellations de suivi, citoyens, médiatiques, parlementaires et même juridiques. Quand je dis ça, c'est pour que l'on n'ait pas le sentiment qu'il peut être réparti de manière nouvelle, les responsabilités. Historiquement, aucun État, en tout cas sauf dans les autocraties, et je pense que l'Afrique a pris résolument le chemin, j'allais dire... Après le chemin, je ne sais pas si on a pris le chemin. Je nuance, je nuance en tout cas. Non, moi quand je lis... Je préfère encore. Je crois qu'on est sur le chemin. Oui. Malgré les reculades... Vous êtes un peu trop gentil avec les dirigeants. Monsieur Azebazé, vous êtes un peu trop gentil avec les dirigeants. Non. Il ne faut pas penser comme certains étrangers à l'Afrique qui considèrent qu'il n'y a que des crises en Afrique. Certes, il y a les crises et il n'y a pas que les crises. L'Afrique n'est pas le seul. Il y a de très belles choses qui se font, mais il y a des crises quand même. Nous gérons en même temps, un peu comme chacun dans nos familles, nous gérons en même temps les crises et les succès. Et c'est notre responsabilité, peut-être je parle en tant qu'acteur médiatique, de souvent mettre en valeur aussi les succès africains, quelque symboliques soient-ils,
quand je finis de dire ça, ce n'est pas pour dire que les médias africains doivent devenir des instruments de la propagande, de ce qui n'est pas fondamentalement solide. Mais quand, comme disent les anglo-saxons, quand il y a un genuine success, un genuine achievement, il faut le faire savoir, un peu comme le ministre le disait tout à l'heure, pour le Rwanda. Nous sommes dans un pays quand même qui sort de 20 ans. Permettez-moi de faire une précision. Ouais. Quand nos États se sont dotés de certaines institutions qui prennent des décisions qu'on ne respecte pas, quand au niveau de la gouvernance dans nos pays, on ne respecte pas un certain nombre de choses, j'en veux pour preuve la Cour de justice de la CEDEAO qui rend des arrêts qu'aucun État ne se donne la peine de pouvoir respecter. Est-ce que dans ces conditions, ce n'est pas ces comportements-là qui constituent une épine dans le pied de cet agenda-là? Et vous faites bien de faire cette observation. Oui. Parce que, en plus, en tant que, selon la déclaration des Nations Unies, les journalistes sont d'abord des défenseurs des droits humains. Nous sommes embêtés, effectivement, de nous rendre compte que les décisions africaines prises par les institutions spécialisées africaines, ont de la peine à être exécutées par nos gouvernements. Et ça, quand je l'ai dit, vous avez pris l'exemple de la CEDEAO. En Afrique centrale, je vais vous dire qu'on aurait pu prendre les autres. Ça traduit sans doute une psychologie d'une classe de dirigeants qui fait encore beaucoup de complexes par rapport à l'Occident. Moi, je vois par exemple... Lorsqu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Une décision qui a été prise par une institution légale, il faut la respecter. Je vais vous citer un exemple. Je connais des pays en Afrique, notamment en Afrique centrale, où lorsque la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, ou le comité, ça s'appelle aujourd'hui le comité, dans l'un de ces groupes de travail, qu'il s'agisse du groupe de travail contre les détentions arbitraires ou le travail pour la justice non équitable, quand ils prennent une décision, les États, ils prennent les décisions qui s'appellent les avis. Je parle sur le contrôle. C'est souvent appliqué. Vous permettez mais lorsque juste un petit compromis avec vous, vous allez me permettre de prendre l'antenne tout de suite, de faire un tour vers les annonceurs parce qu'ils sont impatients, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on marque une pause. On vous retrouve dans quelques instants. Merci.